Chambly-Bourdois. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je suis très content de pouvoir prendre la parole aujourd'hui sur le projet de loi C-52 parce que justement, les chemins de fer, le transport par rail est très important dans ma circonscription. C'est, comme je le dis souvent dans mes discours ici dans cette chambre, il y a la rivière qui coupe en deux mon comté, mais aussi un chemin de fer qui fait la même chose et c'est un héritage très important pour nous, mais c'est aussi un atout économique très important. Et pour commencer, j'aimerais parler un peu du vécu qu'on a eu depuis que j'ai été élu en 2011 et même avant ça, selon ce que j'entends de mes concitoyens puis des autres élus de la région, notamment des maires, concernant la relation avec CN et CP, parce que je pense que c'est très important dans le dossier dont on traite aujourd'hui. Quand on parle justement du rôle que ces entreprises-là ont à jouer dans nos communautés, je pense que quand on regarde à quel point le chemin de fer joue un rôle clé dans l'histoire du Québec et du Canada, je veux dire, n'importe quel cours d'histoire qu'on peut prendre, même au niveau universitaire, on passe tout le temps de ça comme un noyau de l'histoire collective du pays. Et dans cette optique-là, je pense qu'il y a une obligation de travailler avec les différents intervenants. Et dans le cas d'aujourd'hui, on parle bien sûr d'intervenants, des gens qui sont expéditeurs de différents produits, notamment du milieu agricole, bien sûr. Et dans ma circonscription, je me trouve dans une drôle de situation par rapport à ce dossier-là, c'est-à-dire sur la Rive-Sud, en Montérégie. On est situé dans un genre de juste milieu entre Montréal et la partie de la Rive-Sud qui est plus urbaine, mais aussi le milieu un petit peu plus agricole, rural, si on peut dire ça de même. Sans oublier le fait que dans ma circonscription, il y a également des gens du milieu agricole. Je peux penser à des comtés voisins comme Shefford ou Saint-Hyacinthe-Bagotte, par exemple, où il y a plusieurs gens du milieu agricole, qui utilisent justement le chemin de fer. Alors, on voit vraiment à quel point c'est un genre de pont entre ces régions et Montréal et par la suite d'autres destinations, que ce soit Québec ou Ottawa et ainsi de suite jusqu'à l'autre bout du pays. Et quand on pense à cette réalité-là, on veut faire ça de façon à favoriser nos agriculteurs, mais on veut aussi protéger les communautés qui se trouvent aux alentours des chemins de fer. Et pour faire ça, on a besoin de la collaboration du CN. Et c'est pour ça que c'est important ce projet de loi, parce que oui, on parle ici des ententes avec les expéditeurs, mais moi, je pense que c'est aussi signe qu'il faut aussi aller encore plus loin et demander à CN de collaborer davantage pour les autres dossiers qui viennent tous rejoindre un peu le même objectif, c'est-à-dire l'amélioration et une meilleure utilisation de nos infrastructures qui sont là depuis plus que 100 ans maintenant. Et quand on pense à chez nous, pour revenir au point que j'ai fait au préalable, Monsieur le Président, en parlant du travail que j'ai dû faire avec CN, je dois avouer très franchement, avec tout le respect qu'on leur doit, c'est certain qu'il y a des bonnes choses qui ont été accomplies. Et je ne veux pas que mes commentaires laissent à croire le contraire. Moi, je suis très prêt à travailler avec eux, mais ce n'est pas toujours facile non plus de collaborer avec eux. Et je pense qu'on voit ici justement le fait qu'il y a eu une nécessité d'un projet de loi pour obliger la collaboration de CN dans un dossier en particulier. Je pense que ça démontre que ça prend une amélioration dans l'attitude et aussi peut-être une certaine ouverture à l'égard du fait qu'ils sont, après tout, ils ont le monopole ou le quasi-monopole sur les services de rail chez nous et partout ailleurs au Canada. Et quand on dit ça, Monsieur le Président, je pense que c'est la difficulté qu'on voit. Moi, je l'ai vu dans deux dossiers particuliers, notamment le dossier de l'électrification des rails qui a été proposé par l'AMT, qui justement verrait une modernisation, une amélioration des services de rail qui, justement, pourrait servir à baisser les coûts pour les producteurs qui utilisent ces services-là, mais aussi, évidemment, pour les utilisateurs de transport commun. Bien sûr, c'est des projets qui coûtent cher dans le court terme, mais dans le long terme, pour avoir un bénéfice autant économique qu'écologique et ainsi de suite.
Ça, c'est un dossier justement où on a eu beaucoup de difficultés. Il y a eu un refus assez catégorique, sans trop d'explications de la part de la CN et sans trop de dialogue, ce qui est aussi, encore une fois, un des points très importants dans le projet de loi aujourd'hui, même si c'est un sujet différent en ce qui concerne le CN. L'autre dossier, bien sûr, et c'est intéressant parce que j'ai entendu un commentaire de l'autre bord à cet effet en parlant de l'augmentation de la circulation des trains. Justement, c'est quelque chose qu'on veut voir, bien évidemment, parce que ça veut dire que les choses vont bien au niveau de l'économie, surtout nos économies locales. Mais en même temps, cette augmentation-là, combinée avec le phénomène de l'étalement urbain qu'on voit de plus en plus chez nous à Montérégie, notamment sur la Rive-Sud, c'est-à-dire les gens qui quittent l'île de Montréal pour venir s'installer en banlieue, notamment chez nous, fait en sorte que, par exemple, les maisons qui sont construites autour des gares pour profiter du service de transport en commun, on parle ici bien sûr du train de banlieue, ça fait en sorte que on voit par exemple une augmentation des vibrations dans les résidences des gens. Moi, mon bureau, mon bureau de circonscription à Saint-Basile-le-Grand, c'est une ancienne gare à l'époque. Et puis, bien sûr, maintenant, ça ne l'est plus, mais vous pouvez comprendre, Monsieur le Président, qu'étant une ancienne gare, on est très proche du chemin de fer et on les ressent, les vibrations. Et pour nous, c'est pas très grave. La fréquence n'est pas si peu quand les employés travaillent de 8 à 5 ou de 8 à 6 ou peu importe la journée qu'ils ont. Mais on s'entend que pour quelqu'un qui réside à cette proximité-là, ça peut être plus difficile. Mais ce qui est intéressant en parlant de cette importance-là du chemin de fer, ça me fait penser au propos qu'un des maires de ma circonscription, c'est le maire de McMasterville, Gilles Plante, qui m'a dit, il l'a dit aussi en parlant avec les gens du CN, on ne veut pas non plus nuire au travail du CN, on ne veut pas nuire au déplacement des trains, mais on veut aussi trouver un juste milieu. Et je pense que c'est là où on a besoin d'une collaboration avec le CN et ce n'est pas toujours facile de l'avoir. On attend toujours des réponses, des demandes des citoyens à cet égard. Et la raison que j'en parle, Monsieur le Président, et mon argument pour la pertinence de vous conter ces anecdotes-là, ces dossiers-là, que j'ai travaillé depuis le début de mon mandat dans ma circonscription, c'est, encore une fois, et je me répète, c'est parce que le sujet du projet de loi aujourd'hui, c'est d'une certaine façon d'obliger CN de trouver des ententes avec les expéditeurs afin justement d'éviter qu'ils bénéficient de façon injuste envers nos producteurs, notamment les producteurs agricoles, encore une fois, du fait qu'ils ont le monopole chez nous, il faut dire, c'est ça que c'est. Et puis, je pense que quand on regarde justement, je me permets d'ouvrir une parenthèse, Monsieur le Président, il faut surtout féliciter le travail de notre députée de Trinity Spadina, qui justement, avec le travail qu'elle a fait et un projet de loi qu'elle a présenté, ont enfin fait, et je salue que le ministre a enfin réalisé, mais ont fait réaliser au ministre qu'il doit agir dans ce dossier. Et quand on dit que c'est un pas dans la bonne direction, je pense que c'est parce qu'il faut travailler très fort pour s'assurer qu'on continue ce genre d'effort-là. Parce que les gens du milieu agricole, moi j'entends parler les gens de chez nous qui m'en parlent, mais je suis certain qu'il y a des collègues qui ont des circonscriptions qui sont davantage agricoles. Et même si on parle du transport en commun ou n'importe quel dossier qui touche les chemins de fer, ils vont dire tous la même chose. C'est que c'est quelque chose de très important chez nous, mais il faut moderniser. Si on regarde l'exemple européen, on est très, très loin en arrière. Et c'est pas pour dire que tout va mal, bien sûr, parce que je suis certain qu'il y a un député du côté du gouvernement qui est très prêt à se lever pour dire que les choses vont bien. Et c'est pas pour dire le contraire, mais je pense que juste parce que les choses ne vont pas mal ne veut pas dire qu'on ne peut pas beaucoup améliorer. Je pense que c'est le cas avec le chemin de fer. C'est quelque chose qui va très bien chez nous. C'est un service auquel les gens bénéficient de ce service-là, c'est-à-dire, mais je pense qu'on peut en faire beaucoup plus. Et si on procéderait à ces améliorations d'infrastructures-là, ça nous permettrait, comme j'ai dit, Monsieur le Président, dans le long terme, parce que je sais que les coûts dans le court terme sont très élevés, mais je pense que dans le long terme, ça nous permettrait justement d'avoir une situation où est-ce que les prix seraient moins élevés, autant pour les usagers que pour les expéditeurs. Et quand on pense à justement le phénomène de l'étalement urbain,
l'étalement urbain chez nous, comme j'ai dit au préalable, Monsieur le Président, c'est quelque chose de très bien. Ça veut dire que les gens viennent s'installer chez nous. Ça veut dire qu'on a une population croissante. Ça veut dire qu'on a de plus en plus de familles et que notre économie locale va bien. C'est toutes des choses dont je suis très fier, très heureux. Et ça pousse surtout beaucoup de dossiers que je revendique en cette Chambre et dans mon travail des députés. Mais en même temps, ça rend la vie aussi très difficile pour les agriculteurs parce que les élus municipaux, les CRE, les MRC, les députés à l'Assemblée nationale et ainsi de suite retrouvent tous à faire face aux mêmes défis, c'est-à-dire de trouver une façon de favoriser l'étalement urbain et la croissance chez nous, mais aussi de permettre nos agriculteurs de continuer d'avoir un environnement favorable pour leur production. Moi, dans la vallée du Richelieu, où est ma circonscription, on a beaucoup de produits du terroir. C'est une des fiertés de notre région. Si on regarde le travail qui est fait par Tourisme Montérégie, par exemple, et même dans les régions environnantes, si ce soit à Rougemont, pas loin de Marieville, dans mon comté, et ainsi de suite, on sait qu'il y a des produits locaux qui sont produits, qui sont de qualité exceptionnelle. Même pendant le festival Bière et Saveurs à Chambly, pendant l'été, c'est pas juste de la bière qu'on sert, malgré qu'elle est très bonne. On sert aussi des produits d'alimentation qui sont d'une qualité supérieure. Et on veut continuer d'avoir ces produits-là parce que c'est non seulement bon pour la santé, mais c'est aussi bon pour notre économie. Même, je dirais aussi, cliché que ça peut avoir l'air, pour notre patrimoine, parce que c'est de certaine façon notre patrimoine physique et environnemental. Donc, quand on cherche à trouver une façon de jongler ces deux réalités-là, de modernisation, mais aussi de cette tradition agricole qui est très importante chez nous. Je pense que le travail qu'on fait avec CN est extrêmement important et c'est pour ça que je suis très heureux qu'on va appuyer ce projet de loi-là en deuxième lecture parce que c'est un bon pas dans la bonne direction, comme j'ai dit et comme plusieurs de mes collègues ont dit. Par contre, je pense que le travail en comité va être très important et au-delà de ça, le travail au cours des prochains mois et même prochaines années va être encore plus important parce que, comme je l'ai soulevé, il y a d'autres dossiers dans lesquels on doit pousser CN, on doit exiger encore plus de ces gens-là et de tous les intervenants qui sont associés avec les dossiers des chemins de fer parce qu'après tout, c'est quand même des dossiers qui vont justement nous montrer dans quelle direction on va y aller. Et puis, c'est des dossiers, comme encore une fois, Monsieur le Président, on a de la difficulté à faire bouger le CN. Quand on parlait des vibrations, Monsieur le Président, ça, je vais juste revenir sur ce dossier-là un petit peu parce que c'est très important quand on regarde ce projet de loi-là parce qu'on parle encore une fois des expéditeurs et les trains de marchandises sont de plus en plus longs et ça, c'est très bien. Mais on se pose la question et on pose la question au CN, comment qu'on peut, encore une fois, jongler ces deux réalités-là. Parce que moi, je sais, j'habite, non seulement mon bureau est à côté, mais j'habite à côté du chemin de fer. Et je peux vous dire, Monsieur le Président, quand arrive le temps de traverser, puis on n'est pas loin de l'heure de pointe, puis un train amenant de la marchandise ailleurs au Canada qui passe, et tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a proche de 200 voitures qui vont passer, en plus des attentes qui sont déjà parfois longues aux lumières. On réalise qu'il y a un certain travail à faire pour jongler cette réalité-là, encore une fois, de l'urbanisation avec le fait que ces trains-là doivent passer. Et c'est pas pour dire que c'est pas important. Je répète la citation de mon collègue élu, le maire de McMasterville. On veut regarder ça chez nous. On va pas arracher le chemin de fer. C'est un héritage chez nous. C'est là et on sait qu'on bénéficie énormément de ça. On va jamais dire le contraire. Mais je pense qu'il y a un certain travail qu'on doit faire ici. Je vois avec le projet de loi, on est en train de pousser CN à faire certaines choses pour les agriculteurs, mais je pense qu'on peut les pousser aussi à faire plus pour les citoyens qui sont dans la région. Je veux vous dire à quel point c'est important dans notre héritage, le chemin de fer. On a juste à regarder, je me souviens, il y avait un souper au mois de novembre des Chevaliers de Colomb, et un de leurs, un personnage très connu dans mon comté, Gilbert Desrosiers, qui a reçu un tableau
peinturé par un artiste local dont le nom m'échappe malheureusement. Mais c'était ce qu'on appelle chez nous le pont noir. C'est un pont avec le gros logo de CN qui n'est pas dur à manquer, qu'on soit sur la route Richelieu au bord de l'eau ou qu'on soit sur l'eau, sur le Richelieu en bateau. On voit ce pont-là, c'est le chemin de fer qui passe par là. Et puis, c'est une marque, c'est quasiment une institution, ce pont-là dans le comté. Ça fait partie de notre héritage, notre patrimoine dans les lieux. Donc, il dit ça quasi à la blague, mais c'est sérieux, Monsieur le Président, parce que ça nous démontre à quel point les gens ont ce sens d'appartenance-là. On veut faire fonctionner cette infrastructure là, dans notre circonscription ou dans notre région parce que on sait à quel point c'est un atout important. Mais je veux encore une fois revenir, je sais que je reviens à des dossiers dont j'ai déjà discuté, mais je vais me permettre, vu que j'ai le temps, de revenir encore une fois sur le dossier l'électrification, voyons, c'est tout un mot, ça, des rails, encore une fois. C'est vraiment important parce que c'est vraiment le genre d'attitude qu'on trouve difficile du côté de CN. Je pense que si on regarde à l'Assemblée nationale, il y a souvent des conversations avec mes collègues ministres du gouvernement du Québec et élus qui en parlent souvent. On a tous à peu près la même vision en ce qui concerne nos objectifs pour le transport en commun. Je pense que c'est bien parce que d'avoir cette vision uniforme-là dans la région, ça peut juste être bien en poussant ces dossiers-là. Par contre, quand on voit que l'AMT a des projets puis le CN pousse dans la direction inverse, bon, on peut comprendre ça, les intérêts sont différents, les réalités avec lesquelles ils travaillent sont différentes. Sauf que ce qui a été surtout méprisable dans ce dossier-là, c'était le manque de dialogue. Et quand le fait que cette décision a été prise et l'AMT ne semblait pas vraiment savoir pourquoi, le CN a simplement dit ben c'est trop cher, puis c'est tout, on met ça de côté. Mais je pense que si les gens, les gens, les fondateurs au Québec, autant au Québec que partout dans le Canada, ont dit que c'était trop cher quand ils ont bâti le chemin de fer en premier lieu, ben on n'aurait pas été très loin. Et je pense que c'est le genre de mentalité qu'il faut mettre de côté. Et c'est le genre de mentalité que le CN et CP aussi, on traite un peu moins avec eux chez nous, mais ils sont dans le dossier également, surtout pour certains de mes collègues. Je pense que c'est le genre de mentalité qu'il faut mettre de côté parce qu'on sait que ça coûte cher, on sait que c'est un investissement, mais je pense que dans le long terme, ça va réduire les coûts et ça va favoriser cet environnement qui est tellement important pour nos agriculteurs. Et même si je regarde, par exemple, dans le coin, quand on se rapproche un peu de Saint-Jean, dans la ville de Richelieu et les villes de Richelieu et Chambly qui sont dans mon comté, qui sont voisins de la municipalité de Saint-Jean, dans le comté de Saint-Jean, bien sûr, Saint-Jean-sur-Richelieu, on voit justement qu'il y a des chemins de fer dans la région, dans ce coin-là, mais qui sont plus ou moins désuets, qui sont plus utilisés. Et la municipalité aimerait bien se servir de cette infrastructure-là, se servir de cet espace-là, mais ça tarde à réagir du côté de... Je pense que dans ce cas-là, en fait, c'est CP, si je me souviens bien, mais je me trompe peut-être. Mais en fait, c'est pour dire que quand on veut faire l'utilisation d'une infrastructure, puis on est une municipalité comme ça, puis on ne peut pas le faire, on réalise que c'est extrêmement problématique. Et je pense que quand les municipalités cherchent ces réponses-là, il devrait y avoir un dialogue tout de suite. Je pense que CN et CP ont tout à gagner d'ouvrir ce dialogue-là et d'avoir cette conversation-là. Ça peut juste les aider à faire leur travail. Et je pense que c'est intéressant parce que souvent, moi, un représentant, et par respect, je ne nommerai pas, mais je me permets de compter l'anecdote quand même parce que je pense que c'est important, M. le Président. Un représentant de CN m'a dit ben si les citoyens communiqueraient directement avec nous pour nous dire c'est quoi leur problème, on serait plus apte à réagir. Mais moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ça, M. le Président, parce que c'est des dossiers qui sont dans notre actualité locale. Ce n'est pas un secret. Et les citoyens de la région, ils communiquent avec leurs élus. Quand on est un citoyen puis on a un problème de la sorte, on se retourne de bord puis on appelle le maire ou on appelle le conseil municipal ou les députés. Et je pense que quand ils font ces appels-là,
à ces élus-là, et les élus contactent CN. Je pense que CN devrait comprendre que c'est le temps d'agir. C'est pas parce que ça vient pas directement du citoyen que c'est pas une excuse pour pas agir. Et nous, on est très près. Comme je l'ai dit, j'ai l'air très critique à leur égard, mais c'est très important de le répéter. On comprend qu'ils ont eu beaucoup de succès, ils continuent d'avoir le succès, mais à certains égards, ils doivent avoir plus d'ouverture, plus de dialogue. Mais c'est pour ça que je suis content de ce projet de loi-là, M. le Président, parce que c'est le gouvernement qui décide de dire il faut que vous parlez avec ces gens-là, il faut travailler avec ces gens-là. Il y a certains standards qu'on doit appliquer. Et si c'est représentatif de ce qui va continuer à venir dans les dossiers des chemins de fer, notamment chez nous, je vais être très heureux de pouvoir continuer des appuis et de dialoguer à cet effet. Merci, M. le Président. Questions and comments? Questions et commentaires? L'honorable député de Chicoutimi-Le-Fjord. Merci beaucoup, M. le Président. Donc, le sujet me passionne toujours. Et donc, j'ai posé à différents collègues cette question-ci, mais j'aimerais la poser justement à mon collègue néo-démocrate. Est-ce qu'il croit que le gouvernement conservateur prend au sérieux nos infrastructures ferroviaires au Canada? J'avais mentionné un petit peu plus tôt que 70% des marchandises utilisent la voie ferroviaire, et aussi que pour l'économie verte, que j'espère que le gouvernement canadien va éventuellement décider d'embarquer et d'être un leader de file, il faut s'éloigner du transport routier et s'en aller davantage vers le transport ferroviaire. Donc, est-ce que selon lui, il croit que le gouvernement conservateur prend au sérieux et met l'argent et l'énergie aux bonnes places? L'honorable député de Chambly-Bourdois. Bien, Monsieur le Président, tout d'abord, merci à mon collègue pour sa question. Et effectivement, venant d'une région où le chemin de fer a autant d'importance, je serais porté à dire que par les temps qui courent, non, l'argent et le focus n'est pas adéquat. Par contre, je pense que c'est ça qui nous fait réjouir de ce projet de loi-là, c'est que quand on va un pas dans la bonne direction, ça nous permet de croire, d'espérer, bon, on est optimiste, que voulez-vous, que ça va être un début à un travail positif à cet égard dans ce dossier, chose qu'on n'a malheureusement pas encore vue. Je sais que, bon, c'est pas directement chez nous, mais par exemple, je pense à ma collègue à Saint-Lambert, pas loin de chez nous, presque voisine en fait. Elle a une station de Via-Rail, il y a eu des coupures, donc ça peut pas, et ça a un impact négatif sur les services offerts, même si ce n'est pas directement ce qu'on traite aujourd'hui. Je pense que c'est l'ensemble du dossier des infrastructures, comme mon collègue a soulevé, et ça ne peut pas être quelque chose de positif. Donc non, pour l'instant, il y a un certain manque de sérieux et de participation avec les intervenants du milieu dans ce dossier-là. Mais j'ose espérer, encore une fois, M. le Président, que ce projet de loi est signe qu'il y aura plus de concentration là-dessus à l'avenir, de façon plus positive, notamment pour les gens de la vallée du Richelieu et de chez nous. Et si c'est le cas, ça va me faire plaisir de poursuivre le débat de façon positive. Questions and comments? The Honourable Parliamentary Secretary to the Prime Minister. Thank you, Mr. Speaker. You know, Mr. Speaker, this member made a number of good points, I think, in his intervention. One of the things that he indicated that I happen to agree with quite strongly is that it's important that we hold companies like CN and CP and others, which are large private companies that are very profitable, that we hold them to account. And we set specific expectations for them. That's why we brought forward, for example, the Railway Safety Bill in the previous Parliament. I think a bill that we worked with other parties to come to an agreement on, and then it had to be brought back in this Parliament as well. But I think that the bottom line is these are private companies, and we have to understand, and sometimes, frankly, when you're making this assessment of is the money being put in the right spot, you have to understand the railway system as a network. The member that spoke previously talked about how his freight rail service is now down to a Class 2, which limits his speed at 25 miles per hour for freight. That's actually quite serviceable for freight. It's not perfect. He spoke about having a derailment. Obviously, that's something we want to avoid. That's why we brought in the Railway Safety Bill. But when you're talking about investments into rail, for example, perhaps the greatest investment you could make to improve the efficiency of the Port of Montreal is to improve the railway tunnel in the city of Windsor. Most people wouldn't think of that, but that would actually improve the efficiency of the port services in Montreal.
I'd like this member to expand a little bit on where he thinks we could better hold the railways to account. I think he's on the right track with that, and I think this bill is also going in that direction. L'honorable député de Chambly-Bordeaux. Merci, Monsieur le Président. And on the right track, I'll assume no pun intended there. Monsieur le Président, je pense qu'il y a certains points avec lesquels je suis d'accord, et bien évidemment, de mon collègue que je remercie pour la question. En fait, évidemment, c'est un réseau, c'est sûr. Je pense que c'est pour ça qu'on aimerait voir plus, comme on le propose d'ailleurs, une stratégie pan-canadienne qui nous permettrait justement d'avoir les investissements appropriés à tous les niveaux, justement, parce que c'est tout à fait vrai ce qu'il dit. Si le chemin de fer a un impact positif pour les agriculteurs de chez nous, c'est justement, comme il dit, parce que le service se rend jusqu'à Windsor et plus loin encore. Donc, ça, c'est certainement un fait. Par rapport au point que CN et CP sont des entreprises privées, c'est une question difficile parce que là-dessus, on est d'accord. Mais je pense que quand on regarde une infrastructure qui a été bâtie par les citoyens de chez nous et de partout ailleurs, qui a eu un grand investissement à ce niveau-là, je pense que quand on prend ça en considération et la responsabilité que le gouvernement a pour assurer qu'on a un réseau ferroviaire adéquat, je pense qu'il y a matière à avoir plus de dialogue entre le gouvernement et CN et CP notamment. Et je pense qu'avec ce projet de loi-là, bon, il y a certaines obligations qui ont été ou qui seront implantées, mais je pense que c'est le genre de dialogue qu'il va y avoir plus souvent. Mais c'est jamais facile de jongler cette réalité-là, j'en suis conscient. Et finalement, concernant le point qui était, si je peux me rappeler, Monsieur le Président, le point concernant S4, si je me souviens bien, c'était la sécurité ferroviaire. Mais justement, encore une fois, et comme il l'a dit mon collègue, il y a eu beaucoup d'accords entre les différents partis politiques. Donc, j'ose espérer, comme je l'ai dit au préalable, que c'est signe qu'on pourra mieux s'entendre parce que ça peut être simplement positif pour ma région si on continue de le faire. Donc, j'ose espérer, Monsieur le Président. Questions and comments? The honourable member for Winnipeg North. So, thank you, Mr. Speaker. I do believe that there are many different individuals and stakeholders that are actually following this debate because it is of critical importance. And one of the issues that's really been outstanding since 2007, because that's when you had the industry, in particular individuals that rely so heavily on shipping, came out and saying that, look, we need to have some sort of a legislative manner in which we can start dealing with levels of service. And I think there's this sense of optimism that finally we might see some sort of a bona fide service level agreement put into place where ultimately there is a consequence or there's a potential for penalties and so forth. But it's important that they be enforceable. And I'm wondering if the member might want to just provide comment in terms of that aspect of the legislation, which seems to suggest that we will have some form of service level agreements that will appease, I believe, a great number of the different stakeholders on the condition that it is in fact enforceable, that there are penalties, that it provides for a better quality of service. And that's really one of the driving forces behind this whole debate. What they want to see is and what I'm talking about here is the shippers, they want to see a better quality shipping being conducted. They want to see the better service so that when they want the car, they need the car, and they've paid for the car to be there, that in fact it's going to be there for the shipping of their product. I wonder if you might want to comment a bit more on the service level agreement concept. L'honorable député de Bordeaux, Chambly-Bordeaux. Ben, merci, Monsieur le Président, et je remercie mon collègue pour sa question. Ben, je pense que je peux le dire, c'est effectivement, ça peut être c'est certainement une chose positive, parce que justement, si on veut mettre en place un projet de loi comme celui-ci, il faut évidemment avoir des conséquences associées avec ça. C'est un peu inutile de trouver des ententes entre les intervenants, les producteurs et les expéditeurs dans ce cas-ci. Et CN, par exemple, s'il n'y a pas d'outils pour pouvoir s'assurer que ces ententes-là sont respectées. Cela étant dit, je pense que c'est un peu dans cet esprit-là que mes collègues qui étudieront la chose au comité vont aussi regarder la question de l'arbitrage, par exemple. On veut vraiment que les expéditeurs aient tous les outils
nécessaires pour pouvoir pleinement bénéficier de cette réalité législative-là. C'est bien important de pouvoir demander au CN et CP d'avoir des meilleures ententes avec les expéditeurs, mais en même temps, si cette réalité légale-là, juridique, si on veut, est trop balancée en faveur des entreprises ferroviaires, par exemple, ben ça devient problématique. Donc, le point qui a été soulevé par mon collègue et aussi le point que nous, on veut soulever concernant l'arbitrage, je pense que c'est deux points très importants qui nous permettent justement de s'assurer, je cherche l'expression équivalente en français, mais disons comme on dirait en anglais, that the legislation has teeth. Donc, vraiment de s'assurer qu'il y ait matière à respecter les ententes qui vont survenir à la suite de l'adoption, dépendant du déroulement des choses, bien sûr, de ce projet de loi-là, Monsieur le Président. Resuming debate, the honourable member for the Western Arctic. Well, thank you, Mr. Speaker, and I'm pleased to rise to discuss this bill.